Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de l'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un officier supérieur intégré dans le Panzerregiment au sein du Fallschirmpanzerkorps Hermann Göring en avril 1945 en Allemagne. Avant de commencer, je tiens à remercier Parabellum Shop, partenaire de cette vidéo. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique dans la description de cette vidéo. Mais il me faut rappeler certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés tels que le magazine Militaria, ou même de faire vos propres recherches sur internet. Si je parle de Militaria, c'est que vous pourrez retrouver un article dans le numéro de janvier 2021 qui traitera de l'uniforme que je présente là. Vous pourrez avoir quelques photos et infos supplémentaires par rapport à cette vidéo que je n'ai pas forcément le temps de développer ici. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir un uniforme dont les insignes n'ont pas été censurés. C'est une volonté historique de ma part. Aucune politique dans cette vidéo, tout comme elle sera interdite dans les commentaires. Et vous retrouverez la liste complète des éléments qui composent l'uniforme que je vais vous présenter dans la description avec le timing correspondant. Placée sous l'autorité de la 9e armée, la division Hermann Göring combat en août et en septembre, tant dans la capitale polonaise insurgée que le long de la Vistule. Elle combat et détruit le 3e corps de chars de l'armée rouge au nord de Varsovie avec l'aide de la 5e Panzerdivision SS Viking et de la 19e Panzerdivision. L'avancée soviétique fut ralentie à cette période, probablement par la contre-attaque lancée par les Allemands. Mais une des possibilités serait aussi que Staline n'avait pas envie de venir en aide à l'armée polonaise dans Varsovie. Le 24 septembre 1944, une 2e division Hermann Göring fut créée dans la région de Radom et activée en octobre 1944. Elle s'appelle la Fallschirmpanzergrenadier Division 2 Hermann Göring et est dirigée par le général-major Erich Walter. Elle était composée d'un état-major, de 2 régiments de panzergrenadiers, un bataillon de panzer, un bataillon blindé de reconnaissance, un bataillon blindé de fusiliers, un régiment blindé d'artillerie, un bataillon de canons d'assaut, un bataillon blindé de sapeurs, un bataillon blindé de transmission et un bataillon blindé de remplacement. Les 2 divisions sœurs forment alors le Fallschirmpanzerkorps Hermann Göring. Ce corps blindé prend part à des batailles autour de Gumbinnen, et ceci jusqu'en novembre 1944. Il est commandé par un état-major de corps, constitué de différents régiments et bataillons indispensables à la vie du corps d'armée, comme la feldgendarmerie, les reporters de guerre, de l'anti-aérien, de la logistique, de la maintenance, de l'administratif, du médical et de la poste de campagne. Un homme s'illustra tout particulièrement le 20 octobre 1944, le Feldwebel Fritz Bowitz de la 4e compagnie du régiment de Panzer. Avec son Panther, il put détruire 13 blindés ennemis en quelques heures d'engagement. Il fut décoré de la Croix de Fer le 14 janvier. Ces batailles furent très difficiles mais permirent de stopper l'avancée soviétique dans le secteur. Le Panzerkorps ne perdit que peu d'hommes, et ceci en 14 jours de combats consécutifs. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, la grande offensive d'hiver russe est lancée avec des milliers de roquettes et d'obus déferlant sur les positions allemandes. Après 2 heures de pilonnage intense, les vagues de blindés et d'infanterie se succédèrent. Le Panzerkorps n'eut d'autre choix que de reculer. Puis la 1re Panzerdivision Hermann Göring s'illustre près de Memel pour contrer un assaut soviétique subissant de lourdes pertes. La 1re compagnie s'est illustrée en ayant enregistré 47 destructions de chars ennemis et 30 canons anti-chars, et ceci sur 6 jours de durs combats. Le 15 janvier 1945, la 1re division Hermann Göring est transférée sur la Vistule et est rattachée au Panzerkorps Großdeutschland pour combattre conjointement avec 2 divisions d'infanterie et 2 divisions de Volksgrenadier. La Fallschirmpanzergrenadier Division 2 et l'état-major du corps blindé, pour leur part, continue de se battre en Prusse orientale, au sein de la 4e armée. Elle est piégée et encerclée dans la poche d'Heiligenbeil fin janvier 1945, puis est évacuée par la mer vers la Poméranie le 25 mars, grâce à l'utilisation de tous les navires de transport disponibles de la Kriegsmarine. Sur les 24 000 soldats de la division piégée au départ, il ne restait que 6 000 soldats survivants de l'encerclement. Elle est remise en action presque immédiatement avec la division de Panzergrenadier Brandebourg. En avril, le corps est envoyé en Silésie puis en Saxe et s'illustre une dernière fois lors de la contre-attaque victorieuse menée à compter du 22 avril 1945 à Bautzen. On estime qu'elle aura perdu 75% de ses effectifs à cette date, et ceci en seulement 10 semaines. Elle est une des 2 divisions qui est passée entre la 2e armée polonaise et la 52e armée soviétique, et elle a pu détruire des équipements de communication et une partie d'un train de logistique,
tout en étant malmené par la 5e division d'infanterie polonaise et la 16e brigade blindée. À la fin de la guerre, le Fasciem Panzerkorps Hermann Göring a combattu près de Dresde, tout en essayant de rejoindre les lignes des Alliés à l'ouest. Le Panzerkorps a finalement été encerclé et détruit par l'armée rouge, et seuls quelques hommes ont réussi à briser l'encerclement pour pouvoir se faire capturer par les soldats américains, ceci après avoir traversé l'Elbe. Le matériel roulant restant a été saboté pour éviter une récupération par l'ennemi, et tous les autres soldats ont été emprisonnés par les soviétiques, et le dernier survivant ayant réussi à survivre après sa captivité fut libéré en 1956 par une grâce du chancelier Adenauer. Lors de la création du régiment de Panzer au sein de la division Hermann Göring en 1942, l'uniforme des équipages de chars a été copié sur celui des équipages de la Heer. Ainsi, il n'y eut que peu de différences, à part sur les insignes et quelques accessoires, qui pouvaient être spécifiques pour la Luftwaffe. Ici, vous allez voir l'uniforme porté par un lieutenant-colonel dans le Fasciem Panzerkorps Hermann Göring, qui est chef de char d'un Panther en avril 1945. Le pantalon noir, spécifique pour les Panzertruppen, fut mis en place en 1934 et n'a pas changé tout au long de la guerre. Il était réalisé en noir pour dissimuler au maximum les taches d'huile et de cambouis, chose récurrente durant l'entretien d'un char. Il dispose de 2 poches sur les flancs et 2 poches sur les fesses, fermées par un rabat et un bouton. Une poche à l'avant permet de mettre une montre à gousset, poche traditionnelle qui fut conservée, même si les montres de poignet étaient davantage employées. Le bas du pantalon se ferme avec un bouton et un lacet permet de serrer les manches sur les mollets. Sur les bottes ou sur les chaussures, une ceinture intégrée permet de serrer le pantalon à la taille, permettant d'éviter le port des bretelles qui sont tout de même conseillées pour un confort optimal. Mise à disposition à partir de 1937 mais utilisée au combat au fur et à mesure de la guerre et des restrictions, les brodequins M37 sont réalisés en cuir, avec une semelle en cuir sur laquelle des clous octogonaux ont été fixés. Les bottes à tige haute étaient utilisées plutôt sur le début de la guerre, mais elles pouvaient également se retrouver plus tard en fonction des stocks et des dotations. Cependant, les brodequins étaient plus pratiques dans la boue. Les lacets pouvaient être en cuir ou comme ici en coton. Les Panzertruppen ne mettaient pas de guêtres, contrairement au reste de la troupe de la Heer, et ils blousaient le pantalon directement dans les brodequins. Des chaussettes réglementaires grises peuvent être aperçues. Elles disposaient de bandes blanches pour identifier les tailles, facilitant ainsi le travail de la tendance. Lorsque la chemise n'était pas grise, les officiers de la division Hermann Göring pouvaient porter des chemises blanches ou noires. Elles sont réalisées en coton et disposent de 2 poches sur la poitrine, partant du même modèle que la chemise M43. Une cravate noire pouvait être portée pour cacher les boutons sur l'avant. Elle n'est pas portée ici car notre officier est décoré de la croix de chevalier de la croix de fer, avec feuille de chêne, décoration créée le 3 juin 1940, décoration remise à seulement 890 officiers et sous-officiers dans toute l'armée allemande. La chemise pouvait s'ouvrir sur toute la longueur comme ici, ou sur une partie du torse. Des boutons et des passants sont placés sur les épaules pour porter des pattes d'épaule lorsque le blouson Panzer n'était pas porté. Une plaque d'identité ou Erkennungsmarke est placée sous la chemise, portant le régiment d'engagement et le matricule du soldat. Sur le poignet gauche, nous retrouvons une montre Luftwaffe qui pouvait être achetée par les officiers. Ici, notre officier étant de la Hermann Göring, il était donc normal qu'il puisse accéder au stock de la Luftwaffe. Dans la poche gauche de la chemise pouvait se retrouver le Soldbuch, ici en version spécifique pour la Luftwaffe. Il était le livret militaire du soldat de son engagement jusqu'à sa mort ou de sa démobilisation. Il permettait de noter les stocks, les équipements, les affectations, les médailles du soldat, en gros tout son parcours militaire. Le blouson croisé noir spécifique pour les Panzertruppen était réalisé en drap de laine et est appelé Panzerjacke. Il a existé 4 types et autant la Heer que les personnels de la Hermann Göring en ont perçu. Le premier modèle fut introduit en 1934, le deuxième en 1936, qui avait des boutons supplémentaires pour fermer complètement le blouson jusqu'au col. La veste 3e modèle a eu le liseré sur le col enlevé et le 4e modèle a permis de rajouter des passants pour y glisser les pattes d'épaule, permettant de les changer rapidement, contre le modèle glissé dans l'embouchure du bras avant. Le modèle ici présenté est un 4e modèle, mais un liseré argenté, spécifique pour les officiers de la Hermann Göring, a été rajouté sur le pourtour du col, rappelant le 2e modèle. La coupe de la veste a été légèrement revue, l'inclinaison du rabat de gauche étant plus proche de celle de la veste pour les Waffen-SS qu'à la normale, personnalisation faite volontairement par notre officier et pas réglementaire. Des poches sont placées à l'intérieur de chaque rabat, permettant de stocker les petits documents ou le Soldbuch du soldat. Des crochets se situent sur les hanches pour aider à soutenir le ceinturon. Concernant les insignes, des pattes de col spécifiques pour la Hermann Göring premier modèle sont placées sur le col. Les épaulettes de lieutenant-colonel sont également du premier type, sur fond blanc, lorsque le fond est normalement devenu rose en 1943, mais notre officier supérieur a choisi de tout conserver du premier type. Nous retrouvons un aigle de poitrine spécifique pour les officiers de la Luftwaffe sur fond noir, premier modèle également. Une croix allemande or se retrouve sur le flanc droit, récompensant un acte de bravoure plus grand que la croix de fer première classe, mais ne justifiant pas de la croix de chevalier de la croix de fer. La bande de bras General Göring, à nouveau du premier type, se retrouve cousue à 15 cm du bas dans la manche droite,
Elle est spécifique pour les officiers. Sur le côté gauche de la veste, nous retrouvons de multiples médailles. La croix de fer seconde classe sur la boutonnière, une barrette de rappel de médaille avec à nouveau la croix de fer seconde classe, la croix de guerre avec glaive, la médaille de l'Anschluss et la médaille des Sudètes avec barre de Prague. Une croix de fer première classe se retrouve en tête des 3 décorations présentes sur la rabat gauche. En dessous, nous retrouvons un insigne des blessés noirs et l'insigne de combat général. Apparu au milieu de l'année 1142, les équipages de chars et de blindés de reconnaissance de la Hermann Göring ont pu percevoir le Fliegermütze en version Panzer, pour correspondre à leur Sonderbekleidung noire. La coupe est la même que les versions M40 destinées à la Luftwaffe, mais en version noire. Les officiers avaient des insignes plus travaillés, comme ici en canetilles d'argent, et une tresse argentée vient faire le tour de la coiffure. Un aigle de calot Luftwaffe sur fond noir est placé au-dessus de la cocarde tricolore noir, blanc, rouge. Le bonnet de police était surnommé Petit Bateau à cause de sa forme caractéristique. Le bonnet de police n'étant pas adapté au froid ni au soleil, celui-ci ne protégeant pas les yeux ni les oreilles, il fut décidé de mettre en place une casquette, mélange entre le calot M42 et la Bergmütze des chasseurs alpins. Ainsi naquit la Einheitsfellmütze en 1943, et il fallut attendre la fin du mois de septembre de cette année pour que les personnels de la division Hermann Göring puissent en percevoir. Ainsi le rabat pouvait se placer sur la bouche ou sous le menton pour se protéger les oreilles, et une visière permettait une première protection contre le soleil. L'insigne est ici spécifique pour la Luftwaffe, mais n'a pas été fourni en version noire, d'où le fond gris-bleu. C'est d'ailleurs une récupération de la version troupe. Les boutons grenelés disposés à l'avant du rabat ont été remplacés par des boutons en plastique noir, chose courante à l'époque. Une tresse argentée se place au sommet de la casquette, spécifique pour les officiers. À partir de mars 1935, une nouvelle casquette, la Schirmmütze, est mise à disposition des officiers. Elle est de forme ovale et se caractérise par une coiffe plus élevée que le précédent modèle. La particularité des casquettes destinées aux officiers est qu'elle est dotée de liserés argentés, ne faisant plus apparaître la Waffenfarbe, la couleur de l'arme du personnel. La coiffe est faite en gabardine bleu Luft pour les modèles de bureau ou de sortie, ou en laine gris-bleu pour le service et le combat, comme ici. Elle est surmontée d'un aigle Luftwaffe pour officier, brodé en canetilles sur un socle de drap. Sous la coiffe, un bandeau reçoit la couronne de feuilles de chêne ailées, ornée en son centre de la cocarde aux couleurs nationales. Une fosse jugulaire en canotille d'aluminium est placée à l'avant. Une bande de transpiration en cuir sera placée à l'intérieur pour limiter les frottements avec le textile sur la tête de l'officier. Notre officier est équipé léger avec un ceinturon en cuir noir pour officier. Les ceinturons pour officiers étaient tout d'abord de couleur marron depuis 1934, puis ils furent passés en noir à partir de juillet 1943. Sur le côté gauche est accroché un holster de P38 en cuir noir souple. Il permet de contenir un chargeur supplémentaire, en plus du pistolet réglementaire. Il pouvait être en cuir souple ou sous forme coquet. Il contient le pistolet réglementaire P38 réalisé en 1938, fabriqué à partir de 1939 et distribué à grande échelle à partir de 1940. Développé par la firme Walter, il dispose d'une sûreté sur le côté gauche qui permet de désarmer le marteau. Il dispose de plaquettes en bakélite pour la poignée, mais certains officiers pouvaient avoir une version avec des plaquettes en bois avec l'aigle allemand à croix gammée dessus. Son chargeur contient 8 cartouches de 9 mm et la culasse restera bloquée en position ouverte une fois la dernière cartouche tirée. Il était censé remplacer le Luger P08, mais a finalement été utilisé en parallèle même si le P38 était beaucoup moins cher à produire que le P08. Plusieurs types de gants étaient mis à disposition des officiers. Notre officier dispose de gants gris en cuir qui se ferment par une sangle munie d'une boucle et qui se ferment avec un bouton pression. Des gants noirs en cuir pouvaient également se retrouver, le cuir étant globalement réservé aux officiers, la troupe n'ayant pas forcément les moyens d'en acheter. L'avantage des gants noirs est qu'on ne voit pas quand ils sont sales, chose courante à bord d'un Panzer. Le modèle de jumelle le plus couramment rencontré durant la Seconde Guerre fut les Dienstglas 6x30. Le 6 se référait au grossissement lorsque le 30 indiquait le diamètre de la lentille en millimètres. Elles furent fabriquées dans différents matériaux comme l'aluminium, le zinc ou la bakélite. Sur les jumelles, notre officier a choisi d'y placer sa boussole bracelet AK-39 premier modèle. AK correspond aux initiales du nom Armband Kompass et 39 correspond à la date de fabrication du modèle. Elle est dotée d'un boîtier de 61 mm de diamètre en bakélite noir et le fond du boîtier comporte les informations principales. Le tout est monté sur un bracelet réalisé en cuir noir avec une boucle à un ardillon et différents trous. L'AK-39 dispose d'un cadran noir à graduation lumineuse avec une aiguille, le tout évoluant dans un bain d'alcool avec une bulle permettant de faire le niveau. Les jumelles disposent de 2 oculaires ajustables en bakélite ou aluminium. L'oculaire droit pouvait comporter un réticule à l'échelle 6400 pour calculer les distances. Le laryngophone ou Halsmikrophone est arrivé en 1935 dans la Panzerwaffe et il fallut attendre 1941 pour avoir la dernière version, le Halsmikrophone KMFB. Il se distingue du modèle précédent avec sa prise à 3 pattes et sa perception des consonnes de bouche améliorée. 2 micros sont posés sur la gorge reliés par un arceau métallique permettant un bon maintien des micros.
Cependant, ils pouvaient irriter la peau à la longue. Ils sont reliés par un câble à un boîtier sur lequel sont placés 2 boutons. Un pour ouvrir la fréquence ponctuellement et un autre pour bloquer le premier bouton en position communication pour permettre de parler en kit main libre. Il s'agit ici d'un modèle original sur lequel un câble audio et une prise en reproduction ont pu être ajoutés pour le compléter, celui-ci ayant été endommagé. Le casque audio Kopfhörer DFHB vient succéder au modèle DFHD pour le pilote et chef de char. Les 2 modèles furent mis en place en 1935 et le modèle B était réservé aux radios, lorsque le modèle D était pour le pilote et le chef de char. C'est en 1941 que ces écouteurs ont été uniformisés, améliorés en prenant le modèle DFHB comme référence. Ceci fut possible grâce au changement de fréquence de communication audio avec l'ajout du Panzerkasten 20. Les pads situés sur les écouteurs sont assez efficaces contre le bruit, ainsi il était courant de retrouver les Panzertruppen avec une oreille dégagée, un côté du casque étant posé sur la tempe. Ceci permettait d'entendre les bruits environnants, ce qui pouvait être utile pour un chef de char en cas d'embuscade par exemple. La croix de fer seconde classe se retrouve 2 fois entre la boutonnière et la barrette, car la barrette n'était pas censée être portée au combat, elle est destinée à être portée sur la veste de service. Cependant, il pouvait arriver, pour des cérémonies ou comme tenue de service, que l'uniforme noir soit porté, et les décorations sont alors ajoutées dessus. A noter que la médaille des 8 ans dans la Luftwaffe n'est volontairement pas portée par notre officier, qu'il a pourtant reçu en 1944, ainsi que la médaille du front de l'Est, absente sur la boutonnière et sur la barrette de rappel. Notre officier a en effet reçu 15 médailles, il est libre de choisir celles qui sont affichées sur la veste. Notre soldat intègre l'armée le 1er avril 1936 en intégrant le Flak-Regiment 5 en tant que Fahnenjunker. Ainsi, sa plaque d'engagement était gravée 1, Flak-Régiment 5 et le matricule 654. Le 1er septembre 1937, il est transféré comme Oberfähnrich dans le régiment General Göring. Il participe à l'Anschluss du 12 mars 1938 et en reçoit les médailles commémoratives. Le 1er avril 1938, il est promu lieutenant et participe 6 mois plus tard à l'annexion de la Tchécoslovaquie et reçoit la médaille ensuite avec Barrette de Prague. À partir de l'été 1939, il est assigné au quartier général du Führer, son unité étant en charge d'escorter Adolf Hitler lors de ses déplacements sur le front. Gravissant les échelons, il est promu Oberleutnant le 1er avril 1940. Il est blessé en juin 1941 après le lancement de l'opération Barbarossa sur le front de l'Est. Il reçoit l'insigne des blessés noirs le 7 juillet. Il reçoit par la même occasion la croix de fer seconde classe le 29 juin, puis la croix de fer de première classe le 17 juillet de la même année. Poursuivant glorieusement les combats de Sokal à Briansk, il est décoré de l'insigne de la Flak le 19 septembre 1941. Puis pour ses actions à Orel, il se voit récompensé de la croix de chevalier de la croix de fer le 12 novembre 1941. À la fin de cette même année, il est transféré avec son unité en France après avoir reçu l'insigne d'assaut en argent, spécialement attribué pour les troupes ayant participé à un combat de fantassins sans faire partie de l'infanterie. Le 1er juillet 1942, il est promu Hauptmann et est nommé au commandement de la 10e batterie de la brigade Hermann Göring nouvellement créée et formée à partir du régiment General Göring. Après quelques mois passés en stationnement en France, seule une partie de la division Hermann Göring est envoyée en Sicile, mais sans son Abteilung, qui reste à Naples. Il rejoint les restes de la division en Sicile en mai 1943, pour finalement évacuer l'île en août 1943. S'ensuit une brève période de repos, brisée par la réactivation du régiment pour contrer les débarquements en Italie. Le 1er janvier 1944, il devient major et est nommé provisoirement commandeur du Panzeraufklärungsabteilung Hermann Göring. Il finit par regagner son ancienne unité peu de temps après. Il reçoit la croix allemande or pour ses brillants états de service à la tête du 1er Abteilung du Fallschirmpanzerregiment Hermann Göring, au sein de la Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring. Le régiment est envoyé en Pologne lors de l'insurrection de Varsovie et combat l'armée rouge sur la Vistule. La division devient Fallschirmpanzerdivision Ein à ce moment. Le 1er février 1945, notre officier prend le commandement du Fallschirmpanzerregiment Hermann Göring dans son intégralité et obtient la croix de chevalier de la croix de fer avec feuille de chêne. Le 1er mars 1945, il atteint le grade de Oberstleutnant et participe à la dernière grande victoire allemande et dernière bataille de blindés de la Seconde Guerre mondiale, à Bautzen en Basse-Silésie, en avril 1945. Notre lieutenant-colonel est capturé par les soviétiques et passera quelques années en prison avant de reprendre son doctorat et ne pas poursuivre dans l'armée. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens encore une fois à remercier Parabellum Sham pour son soutien. Là encore, je vous invite à découvrir le lien de la boutique dans la description. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description également pour retrouver ma page Tipeee ou même à devenir souscripteur de ma chaîne YouTube. Ainsi, par ces deux moyens, vous pourrez m'aider à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de mes vidéos. Et je remercie infiniment tous mes souscripteurs qui m'ont aidé jusqu'à maintenant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!
Il y en avait un qui avait pas sa ceinture. Quel gros bâtard.